Bonjour, on va parler aujourd'hui des occlusions néonatales. Donc, les occlusions néonatales sont définies par tout arrêt ou absence du transit intestinal pendant le premier mois de vie, en raison d'un obstacle qui est situé en aval du pylore. Il s'agit d'un syndrome radioclinique commun aux aspects variés et aux causes malformatives multiples. On a beaucoup d'étiologies qui vont donner des occlusions néonatales, et ils ont une même conséquence, surtout sur le plan hémodynamique. C'est pour ça que les occlusions néonatales, c'est une urgence chirurgicale. Le diagnostic et la prise en charge doivent être rapides. La fréquence est de 1 pour 1500 naissances, toutes causes confondues. Et il faut savoir que pendant notre exercice en urgence, on reçoit 1 à 2 occlusions néonatales par semaine. Pour parler des occlusions néonatales, on va suivre le plan suivant. On va parler de la physiopathe pour essayer de comprendre la physiopathologie de l'occlusion, le diagnostic positif, comment on peut le faire, et les différentes formes cliniques. Alors, pour essayer de comprendre l'occlusion néonatale, il faut savoir que le transit intestinal dépend de 3 constituants. Du contenant, qui est le tube digestif à partir du pylore jusqu'au niveau de l'anus, du contenu, qui est le méconium, et du péristaltisme. Donc, pour avoir un transit normal, il faut que tout ceci soit indemne, à savoir un contenant il n'y a pas d'obstacle sur le contenant, le méconium normal et un péristaltisme qui existe. Quand il y a une anomalie du contenant, soit intrinsèque, c'est surtout organique, donc on a des atrésies, telles que les atrésies du grêle ou duodénales, ou bien elle peut être aussi une anomalie extrinsèque par une compression, telle qu'une malrotation intestinale. Le contenu, comme on a dit, le méconium, il doit être normal, et le péristaltisme doit être présent, et ceci va donner, si on a une anomalie du contenu ou du péristaltisme, on aura des occlusions néonatales fonctionnelles telles que la mucoviscidose ou la maladie d'Hirschsprung. Alors, avant de parler d'autre chose, il faut savoir qu'un méconium normal, c'est un méconium qui est émis dans les 24 heures, qui est de couleur noirâtre, qui ne doit pas être grisâtre, il doit être noirâtre, vert foncé, et de bonne quantité, de grande quantité, à savoir que la couche, elle doit être pleine. Et le niveau d'occlusion, on parle d'une occlusion haute quand elle est au-dessus de l'angle de 13, ou bien une occlusion basse quand elle est en dessous de l'angle de 13. Alors, les conséquences de cette occlusion, quand il y a un obstacle ou bien une anomalie ou du contenant, ou du contenu, ou du péristaltisme, vont donner des conséquences. Première conséquence, c'est les vomissements. C'est des vomissements qui sont bilieux. Il faut savoir que tout vomissement bilieux chez un nouveau-né est anormal. Avec, en plus, comme il y a un obstacle, on aura un arrêt de transit. Et tout ceci va nous donner une distension abdominale en fonction du siège, bien sûr. Donc, on aura pas de distension dans les occlusions hautes, ou bien une distension importante dans les occlusions basses. Et les vomissements bilieux font qu'on aura une déperdition des électrolytes, une déperdition d'eau, donc on aura une déshydratation avec un retentissement sur l'état général, et même sur l'état général avec un risque d'infection aussi, et on peut avoir un choc soit hypovolémique ou même un choc septique qui est très grave pour un nouveau-né. Donc le diagnostic des occlusions néonatales, comme on l'a dit, c'est une occlusion qui touche le nouveau-né, donc c'est un nouveau-né de J0 à 28 jours, qui va se présenter aux urgences pour des vomissements bilieux. C'est des nouveau-nés qui sont ramenés par les parents, ils disent qu'il a un rejet de verdâtre, et tout vomissement bilieux est une occlusion néonatale jusqu'à preuve du contraire chez un nouveau-né. Et c'est un nouveau-né qui a eu, ou bien il n'a jamais fait d'émission méconiale, ou bien il y a un retard, ou c'est un nouveau-né qui avait une émission méconiale normale et qui s'est après arrêté. Donc devant ce signe, tout ceci nous dit qu'on a une occlusion néonatale, donc ça signe le diagnostic. L'examen, on commencera par un examen général pour évaluer le terme de l'enfant, car certaines occlusions néonatales sont plus fréquentes chez le prématuré que d'autres. Rechercher une pathologie associée telle qu'une trisomie, car certaines étiologies d'occlusion sont très fréquentes chez les trisomiques, surtout la trisomie 21. Rechercher les signes de choc septique, donc les signes infectieux, tels qu'un ictère, tels qu'une hypotonie, tels qu'une tachycardie, tels qu'une augmentation du temps de recoloration. Rechercher aussi l'état hémodynamique, il faut bien l'évaluer, car ça signe la prise en charge urgente, et évaluer aussi l'état de l'abdomen. Un abdomen qui est très distendu, ça signe une occlusion qui est basse.
et un abdomen qui est plat, ça signe une occlusion haute. Et il faut savoir qu'un nouveau-né, il a un abdomen qui n'est pas distendu ni plat, donc une petite distension. Et bien sûr, il faut faire un examen du périnée pour éliminer une étiologie évidente d'une occlusion, qui est la malformation anorectale, donc un nouveau-né qui n'a pas d'anus, un nouveau-né qui ne va pas faire de méconium, et donc il aura une occlusion. Et on terminera par un examen général. Le deuxième examen à faire chez un nouveau-né qui vient pour vomissement bilieux est un examen radiologique, à savoir un abdomen sans préparation, face, debout et de profil. Son intérêt, c'est quoi? C'est confirmer l'occlusion néonatale. Deuxièmement, donner la topographie. Donc la confirmation sera faite en voyant une distension aérique avec des niveaux hydroaériques. La topographie, on a certains aspects qui sont comme un aspect en double bulle, ça signe un obstacle au situé, notamment telle qu'une atrésie duodénale. Des niveaux hydroaériques centraux, c'est plus une atrésie du grêle, donc un obstacle sur le grêle. Les niveaux hydroaériques centraux et périphériques, ça signe un obstacle bas situé, donc on a déjà notre affirmation diagnostique. Et aussi, cet examen radiologique va rechercher une signe de complications telles que un pneumopéritoine qui signe qu'il y a une perforation suite à l'obstacle. Donc, l'occlusion néonatale, c'est un syndrome radioclinique où il y a une triade. Il faut se rappeler toujours de cette triade, à savoir des vomissements bilieux, arrêt du transit ou anomalie méconiale, une distension abdominale qui est surtout présente dans les occlusions à ventre distendu, occlusion basse. L'ASP va confirmer le diagnostic et va orienter le type d'occlusion néonatale, et on verra ceci dans les formes cliniques. Donc on commencera par les formes cliniques. Donc les occlusions, il y a deux types, occlusion à ventre plat, occlusion à ventre distendu. À ventre plat, on a l'atrésie duodénale et le volvulus sur-mésentère commun. Et à ventre distendu, on parlera de l'atrésie du grêle, la maladie d'Hirschsprung et la mucoviscidose. Il existe d'autres étiologies d'occlusion néonatale qu'on a préféré ne pas en parler maintenant parce que les plus essentiels sont ceux-là. Alors l'occlusion néonatale à ventre plat. Première étiologie, c'est l'atrésie duodénale. C'est une pathologie, heureusement, qui est rare, qui touche surtout le deuxième duodénum. Donc l'obstacle est situé au niveau du deuxième duodénum, en aval de l'abouchement biliaire dans le duodénum, et qui va s'associer à une anomalie bilio-pancréatique très fréquemment. C'est pour ça qu'il faut toujours rechercher une anomalie biliaire associée. Cette atrésie duodénale est une embryopathie qui survient entre la 8e et 10e semaine d'aménorrhée et qui est due à un trouble de vacuolisation et de recanalisation du tube digestif. Et elle s'associe à d'autres lésions, notamment des lésions cardiaques, des lésions de l'appareil locomoteur et aussi une trisomie 21. Donc toujours quand on a l'atrésie duodénale, il faut rechercher, il faut faire une écho-cœur, donc rechercher une malformation cardiaque et faire un examen locomoteur. Le diagnostic de l'atrésie duodénale peut être fait en prénatal devant un hydramnios. Chaque fois qu'il y a un obstacle sur le tube digestif, on aura un hydramnios, puisqu'il n'y a pas une, puisque l'embryon ne fait pas passer le liquide amniotique dans ce tube digestif. Et on peut avoir aussi un aspect de double bulle à l'échographie prénatale. Donc on voit ici sur l'image d'en haut, le tube digestif, au départ, il est creux. Après, dans la vie embryonnaire, on aura une prolifération ontoblastique. Et deuxième étape, on aura la reperméabilisation par la vacuolisation, et à la fin, on a un tube digestif creux. Si on a une anomalie qui se fait à ce stade deuxième ou troisième stade, on aura un obstacle. Soit il est complet et il donnera une atrésie, soit il est incomplet et on aura une sténose. Donc les différentes formes d'atrésie duodénale, donc soit c'est une atrésie complète, ou bien c'est une sténose comme on voit au niveau des images en bas. Donc le diagnostic positif, c'est évident, bien sûr c'est une occlusion néonatale, donc on aura des vomissements bilieux, mais qui vont être très précoces, puisque l'obstacle est haut situé. On aura une anomalie de transit, donc c'est un nouveau-né qui ne va pas faire son transit. L'abdomen n'est pas distendu, donc il est plat. Et l'ASP, on aura un aspect de double bulle, on va la voir par la suite. Et l'examen va retrouver des anomalies associées, soit une trisomie 21, une anomalie de l'appareil locomoteur, une maladie vertébrale ou une imperforation anale. Le traitement, il est chirurgical. Après, bien sûr, une réhabilitation, un passage en réanimation. Donc, le traitement, c'est la résection et une anastomose duodénale. Donc, ici, on a une image radiologique où on a un aspect de double bulle. Donc, on voit la distension de l'estomac avec aussi une distension du premier et deuxième duodénum. Et c'est la même image qu'on retrouve au niveau de
de la photographie où on voit la distension gastrique avec distension du premier duodénum. Deuxième étiologie de l'occlusion à ventre plat, c'est les volvulus sur mésentère commun. Donc le volvulus sur mésentère commun, c'est une anomalie de rotation de l'anse ombilicale primitive. Si on se rappelle le cours d'embryologie, on va voir que l'anse ombilicale, lors de sa réintégration dans l'abdomen de l'embryon, elle va subir des rotations de 90 degrés anti-horaires pour permettre que le grêle soit au milieu et que le côlon forme le cadre colique. Donc ça, c'est la position normale. Mais si on a une rotation qui ne se fait pas, on aura des malrotations. Et la malrotation, elle peut, surtout quand on a un mésentère qui est court, on peut avoir ce qu'on appelle un volvulus sur cette malrotation qui va donner une occlusion haute par une torsion dans le sens horaire du grêle au cours d'un mésentère commun qui est bref. L'occlusion, le volvulus sur mésentère commun, c'est une extrême urgence. Pourquoi? Puisqu'on a un grand risque d'ischémie et de nécrose plus ou moins complète du grêle. Et donc, il faut faire le diagnostic rapidement et la prise en charge rapide. Donc, c'est une pathologie qui survient sur 1 sur 500 naissances. Donc, il faut être vigilant et il faut savoir poser le diagnostic de ce volvulus sur mésentère commun qui touche surtout le garçon et qui peut, dans 40% des cas, elle peut se manifester dès la première semaine de vie. Elle va se manifester par des vomissements bilieux, précoces ou après un intervalle libre. Après l'intervalle libre, ça veut dire que c'est un nouveau-né qui était normal, il ne présentait pas de problème, il ne vomissait pas, il n'avait pas d'arrêt du transit, et à un moment, il commence à vomir bilieux avec un arrêt du méconium. Donc, ou bien même émettre des selles qui sont sanglantes. Et l'examen, on aura un abdomen qui est plat. Donc, il faut savoir poser le diagnostic à ce moment-là, avant qu'il y ait la nécrose de tout le grêle. La radiologie va montrer une distension gastro-duodénale, le reste de l'abdomen va être peu aéré ou opaque. L'échodoppler va retrouver ce qu'on appelle le signe de Whirlpool, qui est une modification de l'axe vasculaire, puisqu'on a une torsion. Donc, qui dit torsion, on va retrouver donc une artère et une veine mésentérique qui ne sont pas en place. Et dans certaines formes, on peut être amené à faire un transit œsogastro-duodénal qui va montrer la spire de torsion. Mais le diagnostic doit être fait au stade de l'abdomen sans préparation et l'échodoppler. Le traitement, c'est une détorsion avec une reposition en mésentère non compliquée. Donc ici, c'est la radio. On voit en bleu l'aspect en double bulle. Donc on a deux bulles, distension gastrique et le duodénum. Et on a des niveaux hydroaérés qui sont bas situés. C'est ça qui fait la différence avec l'atrésie duodénale. Parce qu'avant, le nouveau-né était normal, on a un passage d'air. Et après, on a l'occlusion qui s'est faite après. Ici, c'est un aspect échographique à l'échodoppler. On voit qu'il y a une inversion sur l'image de gauche. Sur l'image de gauche, c'est l'aspect normal. On a la veine mésentérique qui est à droite et l'artère qui est à gauche. Et sur l'image de gauche, où on voit la torsion, on a l'artère qui se place à droite, et la veine qui se place à gauche, à la place de l'artère mésentérique. Et ça signe qu'il y a une inversion des vaisseaux et donc une torsion de l'axe mésentérique. Ici, c'est une échodoppler qui va montrer, on voit le signe de Whirlpool, donc le signe de tourbillon qui signe qu'on a un volvulus sur mésentère commun et donc il y a une urgence à prendre en charge le nouveau-né. Et ici, le TOGD va montrer la spire de torsion, comme on voit sous la flèche qui montre la spire de torsion. L'aspect péropératoire d'un volvulus sur mésentère commun, qui retrouve le même aspect que sur l'opacification, et donc le traitement va être une détorsion, donc on fait tourner dans l'autre sens, libération des brides et la reposition en mésentère non compliquée, à savoir le grêle à droite et le côlon à gauche. Alors, la deuxième forme clinique, c'est les occlusions à ventre distendu. Comme on a dit, on va parler de l'atrésie du grêle, Mayer-Sprung et la mucoviscidose. Et on voit bien ici, l'abdomen est très distendu chez le nouveau-né, donc c'est pathologique. Alors, l'atrésie du grêle, c'est une pathologie qui est plus fréquente des occlusions néonatales. Elle peut toucher tous les segments de l'intestin grêle. Et il existe différents types, on va voir par la suite.
Et ce n'est pas une embryopathie, c'est plus une ischémie d'un segment intestinal qui survient vers la 12e semaine d'aménorrhée. Donc c'est un accident vasculaire qui peut être dû soit à une invagination anténatale, soit à un petit embole. Donc on a un arrêt vasculaire dans un segment intestinal et donc on a l'atrésie. Et en anténatal, le diagnostic peut être fait ou suspecté devant un hydramnios, devant une échographie anténatale. Donc, les différents types d'atrésie, on a le type 1, on a une atrésie avec une continuité du méso et on voit à peine on distingue la dilatation. Type 2, on a des atrésies qui sont multiples, donc l'atrésie siège sur plusieurs niveaux du grêle. Ou bien le type 3, on a une atrésie avec une interruption du méso aussi. Alors tout ceci, bien sûr, comme on a dit, l'atrésie du grêle, ça fait partie des occlusions néonatales, donc on a des vomissements bilieux, retard d'émission méconiale ou bien un méconium qui est anormalement coloré, donc il ne va pas être noir, il peut être grisâtre, et avec une distension abdominale importante. La radiologie va trouver des niveaux hydroaériques centraux et diffus, puisque ça touche le grêle, et l'épreuve à la sonde est négative. C'est quoi cette épreuve à la sonde? Devant toute occlusion avec un ventre distendu, on peut être amené à faire une montée de sonde pour voir s'il n'y a pas un obstacle, c'est pas voir au niveau du rectum ou du rectum. Et on dit une épreuve à la sonde négative, c'est-à-dire qu'elle ne ramène rien. Quand on met la sonde, ça ne ramène rien, alors que normalement, dans la maladie d'Hirschsprung, on va la voir par la suite, ou s'il n'y a pas de problème, l'épreuve à la sonde doit être positive. Donc l'aspect radiologique, on voit ici, on a des niveaux hydroaériques qui sont centraux dans la première image, ou bien des niveaux hydroaériques qui sont centraux et périphériques quand on a une latrésie. Donc ça dépend du siège de l'atrésie du grêle. L'aspect péropératoire, on voit une distension du grêle avec un aspect cordonal, donc c'est une atrésie type 3 d'en haut, et une atrésie avec plusieurs types multiples dans l'image qui est en bas. Et le traitement chirurgical, bien sûr, ça va être la résection, donc on enlève la partie qui est atrétique et on fait une anastomose. Alors, deuxième tableau d'occlusion néonatale à ventre distendu, c'est la maladie d'Hirschsprung. La maladie d'Hirschsprung, c'est une pathologie qui est fréquente, qui est due à quoi? Elle est due à une absence congénitale des cellules ganglionnaires du plexus myentérique sur le segment variable du tube digestif. Elle peut toucher tout le tube digestif, mais elle commence de la région recto-sigmoïdienne et peut remonter tout le côlon et le grêle même. Mais la forme la plus fréquente, c'est la recto-sigmoïdienne. Elle touche 1 sur 5000 naissances, touchant surtout les garçons. Et macroscopiquement, qu'est-ce qu'on a? On a la portion qui paraît normale, c'est la portion ganglionnaire, et la portion qui est très dilatée, c'est la portion qui est normalement innervée, puisqu'elle se dilate, puisqu'on a un obstacle, donc elle se dilate au-dessus d'un obstacle, en amont d'un obstacle. Le diagnostic est fait devant des vomissements bilieux, absence d'émission méconiale. Le nouveau-né ne peut pas faire une émission méconiale normale parce qu'il a une zone qui est aganglionnaire, donc il ne pourra pas avoir des selles normales, sauf s'il est stimulé par une sonde ou par un suppositoire. Donc c'est une absence d'émission méconiale ou bien un retard avec une distension abdominale. L'ASP va montrer des niveaux hydroaériques multiples. Et on peut s'aider, quand on pense à maladie d'Hirschsprung, d'un ASP de profil qui peut montrer une disparité de calibre, donc qui va montrer une zone de petit calibre qui est surmontée d'une zone très dilatée. Et là, l'épreuve à la sonde va être positive. Donc quand on monte la sonde et on dépasse la zone qui est aganglionnaire, elle va stimuler la zone qui est ganglionnaire, elle va activer le réflexe recto-anal inhibiteur et là, on aura notre émission méconiale. Et ça signe le diagnostic de la maladie d'Hirschsprung. Donc, si on montre l'aspect radiologique de la maladie d'Hirschsprung, on a des niveaux hydroaériques très hauts qui sont périphériques. Le profil, ici on ne voit pas bien la disparité, disparité de calibre, mais quand on fait l'opacification, on va voir, on a une disparité de calibre, on a une zone qui est rétrécie et qui est surmontée d'une zone qui est très dilatée, et ça c'est un aspect très évocateur de la maladie d'Hirschsprung, qui va être confirmé par la biopsie rectale. Donc le traitement, bien sûr, soit c'est un traitement d'attente, donc on le met sous nursing, ça veut dire on fait monter une sonde par la maman, ou bien on peut le mettre en colostomie, donc quand la zone est très étendue. Et le traitement définitif repose sur quoi? Sur la résection de la zone qui est aganglionnaire et abaissement de la zone qui est saine.
Autre forme d'occlusion néonatale à ventre distendu qui est peu fréquente au Maroc, mais qu'on retrouve beaucoup en Europe, c'est la mucoviscidose ou bien l'illus méconial, qui est due à quoi? C'est dû à une anomalie de sécrétion des glandes exocrines. Donc on a des sécrétions qui sont anormalement visqueuses, qui ne sont pas visqueuses. Donc on a un méconium qui est épais et c'est lui qui forme l'obstacle. Donc c'est un problème fonctionnel, c'est le méconium qui est sec. Et le plus souvent, on retrouve des cas familiaux chez le nouveau-né, ou bien on retrouve une consanguinité aussi. Le diagnostic, donc bien sûr, c'est le diagnostic d'occlusion néonatale, donc des vomissements bilieux, absence d'émission méconiale avec une distension abdominale très importante. L'ASP va retrouver des niveaux hydroaériques avec des granités au niveau de la fosse iliaque droite, c'est le méconium qui est sec. Et l'épreuve à la sonde, bien sûr, elle va être négative. Le lavement aux hydrosolubles permet de confirmer le diagnostic et aussi permet aussi d'évacuer ce méconium qui est sec et peut donc avoir un but thérapeutique. Donc ici, c'est un ASP qui montre un granité de la fosse iliaque droite qui oriente vers le diagnostic de mucoviscidose, mais en général, on est plus orienté par s'il y a un antécédent familiaux, s'il y a de consanguinité. Alors d'autres étiologies d'occlusion néonatale à ventre distendu, il y a le bouchon méconial. Donc le bouchon méconial, c'est un méconium épais mais qui siège uniquement au niveau de l'anus ou bien la dernière portion du rectum. Une fois qu'on met la sonde, la sonde, il est évacué et donc le nouveau-né reprend un transit normal. Donc c'est un diagnostic d'élimination en général. L'atrésie colique, elle a le même tableau que l'atrésie du grêle. Donc en général, le diagnostic il est fait en péropératoire. La duplication digestive, elle est très très rare. Donc c'est un diagnostic en général qui est fait en péropératoire. La péritonite méconiale, la même chose, elle va donner un tableau d'occlusion néonatale fonctionnelle. Et l'entérocolite ulcéronécrosante, c'est une occlusion qui est très fréquente chez le prématuré qui a été alimenté et qui va donner une entérocolite ulcéronécrosante avec un tableau d'occlusion néonatale. Donc, en définitive, on dira que l'occlusion néonatale à ventre distendu, à ventre non distendu, à ventre plat, devant un ASP qui est un double bulle, on pensera soit à un volvulation mésentère commun si on a un intervalle libre, ou bien une atrésie duodénale si on n'a pas d'intervalle libre. Pour les occlusions à ventre distendu, ça va être, si le niveau hydrique sont colique, d'aspect colique avec une épreuve à la sonde positive, c'est la maladie d'Hirschsprung. Épreuve à la sonde négative, c'est soit une maladie d'Hirschsprung étendue ou bien une atrésie du grêle. Et niveau hydrique sur le grêle, ça va être une atrésie du grêle. Et il faut se garder en tête toujours que tout vomissement bilieux chez un nouveau-né est pathologique et c'est une occlusion néonatale jusqu'à preuve du contraire. Merci.